Salut, le magazine vraiment design, très déco, absolument mode et terriblement chic. C'est version française et c'est maintenant. La dernière belle histoire de la rue Broca, c'est celle de l'atelier Oudard, et elle est un peu magique. Cool, sexy, moderne, la bonne combinaison, c'est celle de Carolina Ritzler, créatrice monomaniaque. Il fait tout pour échapper au guide touristique, mais nous, on l'a bien repéré, c'est Paris 15. C'est pas de la pub, c'est une œuvre d'art. Julien Raoult est peintre en toutes lettres. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Paristic, c'est une idée capitale qui aujourd'hui fait le tour du monde. La marque de stickers au look urbain a étendu sa gamme de motifs aux villes du monde entier, mais aussi aux animaux, poèmes, textes, jusqu'à créer de véritables fresques autocollantes, le tout imaginé par un collectif d'artistes. La fluidité du surf, les figures du skateboard et la sensation d'un snowboard dévalant dans la poudreuse, c'est le surf indoor. Plus besoin d'attendre la bonne vague, au Wave Café à Bordeaux, elle est permanente. Les puristes vont faire la moue, les autres vont bien s'amuser. 120 et pas un de plus, c'est la Dream List d'Enrico Bernardo, meilleur sommelier du monde 2004. Cette impossible collection de vins est un livre pour amateurs et rêveurs. Les seuls textes et illustrations suffiront à combler leurs esprits, leurs papilles. L'édition n'est pas millésimée, mais bien limitée. Un ouvrage rare pour des nectars exceptionnels. La charentaise du XXIe siècle, c'est la pantoufle à pépère, bien sûr. Pour un supplément cocooning, les chaussons funky se sont associés à la marque très trendy et tout aussi Frenchy American Vintage. Cuir souple ou lainage accueillant pour des soirées chic mais décontractées au coin du feu, on fait pas mieux. La rue Broca est remplie de belles histoires, mais celle que l'on va vous raconter maintenant ne se trouve pas dans la fameuse collection de contes pour enfants. C'est celle de Pierre Escara, un relieur qui crée des livres presque magiques. Vous vous êtes déjà demandé comment était fabriqué un livre? À l'ère de nos tablettes, de nos smartphones, le papier semble un peu dépassé. Et pourtant, dans un secteur menacé, un petit atelier résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et c'est à Paris, rue Broca, autant dire que l'endroit ne pouvait pas être mieux choisi, que l'atelier de reliure Oudard cache ses trésors. Un atelier repris par Pierre Escara il y a quelques années. J'étais cadre de banque, pour ne rien vous cacher, et arrivé à la cinquantaine, j'ai fait comme beaucoup de gens qui ont bien travaillé, mais qui pensent qu'ils peuvent encore faire d'autres choses dans une seconde vie. Et je me suis offert une seconde vie professionnelle. J'ai rencontré deux jeunes relieurs qui étaient dans cet atelier et qui visiblement avaient de très gros problèmes d'évolution. Et avec eux, on a décidé de reconstruire un atelier magique et aujourd'hui, il marche très très bien et on en est ravis. Reconstruire l'atelier, mais surtout le moderniser et dépoussiérer le tout. Nous avons cassé un peu le schéma aussi de l'atelier vieillot où les livres se perdent, où ça sent un peu trop la poussière. Et maintenant, c'est beaucoup plus vigoureux. On a au fond toutes les vieilles techniques qui sont très anciennes. On a innové un peu, mais pas tant que ça. On a surtout dépoussiéré d'anciennes techniques qui aujourd'hui reviennent au goût du jour et arrangent bien tous les clients. Des clients viennent de partout, du particulier souhaitant donner une seconde jeunesse à un livre, aux grandes maisons comme Hermès, Audi ou encore la Tour d'Argent qui fait appel à l'atelier pour créer son livre des vins. Un système particulier où chaque page peut être détachée grâce à des vis. Mais alors, la reliure d'un livre, en quoi est-ce que ça consiste exactement ? Mise à plat des documents bien mis au propre, ça s'appelle la plassure, c'est la préparation des documents qu'on reçoit, des lettres, des carnets, des livres, un bloc de papier qui sort d'une imprimante, couture et ensuite collage, jusqu'à obtenir ce qu'on appelle un bloc, c'est-à-dire le corps d'ouvrage. Il faut que le côté éditorial soit bien préservé et en soi se tienne bien. Et ensuite, on va fabriquer une couverture. Cette couverture va être décorée et elle va être titrée, elle va être identifiée et ensuite elle va être mariée au livre. Et oui, vous avez bien entendu, pour relier, il faut savoir coudre, à la machine ou de manière plus ancestrale, à la main. C'est une aiguille dont l'extrémité est ronde. On a pré-percé les feuillets avec une scie à métaux. C'est pas l'aiguille qui perce, l'aiguille ne fait que conduire le fil. Ça évite de s'esquinter les doigts, de déchirer le papier, etc.
Une fois les feuillets reliés, ils vont devoir être recouverts. Et là, tout dépend du goût du client. De la toile simple au cuir, en passant même par le bois. Mais en matière d'innovation, les équipes de l'atelier ont fait encore plus fort, en participant à la création du premier livre vidéo, le Fibook. Au fond, l'idée est très simple. C'est Pascal Milon, qui est un vidéaste, qui a inventé ça. Pour présenter ces vidéos, ça se présente comme un livre. On l'ouvre et on voit défiler son film ou son panoramique. Et aujourd'hui, bien, le bloc technique existe et on peut l'habiller de 1000 manières différentes. Si ça, ce n'est pas être à la page. Mais d'ailleurs, Pierre, est-ce qu'un jour le livre risque de disparaître ? Et je vais vous dire que ça a à peu près autant de chances de disparaître que les gâteaux des pâtisseries. Vous pouvez toujours regarder des photos de gâteaux, ça ne vaudra quand même pas un gâteau d'une pâtisserie. Et bien, le livre, c'est la même chose. Vous pouvez regarder un texte sur une tablette. Nous-mêmes, nous avons des écrans, des ordinateurs, etc. On est ravis d'échanger des images et des photos. Mais quand vous associez tout l'aspect sensuel de la qualité du papier, les différentes variétés de papier, de la présentation, les soies, les tissus, les cuirs qu'on peut mettre autour d'un livre, l'ouverture du livre, le fait que ce soit bien approprié, il y a énormément d'éléments qui font que le livre ne disparaît pas. Et si le livre devait disparaître, il aurait disparu depuis longtemps. Voilà un argument sans appel. Alors avant d'enterrer définitivement le livre, on vous conseille d'aller faire un tour rue Broca et vous pourrez juger par vous-même que l'on ne vous raconte pas d'histoire. Qu'elle soit 60s, 90s ou 70s, la combinaison est la pièce phare des collections de Carolina Ritzler. La créatrice, elle, est une femme très 21e siècle, active, cool, sexy, la bonne combinaison quoi. Il y a des histoires qui restent des années dans un tiroir avant de s'écrire. Celle de Carolina Ritzler se dessine depuis 2 ans dans l'univers de la mode. Comme une évidence que rien ne peut arrêter, elle a trouvé sa voie pour exprimer sa vision de la femme. La mode, selon elle, s'écrit comme dans un film en version française, avec ses atmosphères, ses flashbacks, ses aventures, ses rencontres. Elle s'invente un scénario et s'en inspire pour créer des modèles comme des personnages. Fulgurante et passionnée, Carolina crée sa marque et s'est fait un nom en réinventant la silhouette féminine au travers d'un vêtement d'homme, la combinaison. Mais comme disait le poète Paul Éluard, il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que si je l'ai fait à ce moment-là, c'est que je devais le faire à ce moment-là parce que rien n'était logique dans la création de cette marque à ce moment-là. Je choisis de le faire parce que j'ai besoin d'une façon vitale d'exprimer qui je suis et de partager mes émotions. Je choisis la combinaison car depuis toute petite, je porte des combinaisons et j'ai l'impression que ce modèle a un certain pouvoir en fait. Si Carolina a su d'un coup de crayon comme d'un coup de baguette magique donner un pouvoir de séduction à un vêtement de travail, c'est bien que son regard subjectif est aussi subtil qu'un parfum au cinéma. La combinaison, c'est et le plus vieux vêtement du monde en fait, et le plus moderne à mon sens. Oui, c'est un vêtement de travail, oui, c'est un vêtement très masculin. Finalement, elle est sublimée car elle est redessinée en mettant en exergue tout le pouvoir féminin. Pour ces collections qui s'expriment maintenant bien au-delà de la combinaison, l'un des talents de la styliste Carolina Ritzler, c'est d'avoir réussi à extraire en revisitant le vestiaire du monde du travail, avec ses codes et ses uniformes, des allures et une élégance qui se conjuguent au féminin singulier. Le respect, la force et le courage sont des valeurs aussi de l'élégance. Donc, à travers un vêtement de travail, on ressent en fait toute la passion aussi d'un travail, parce que souvent, les vêtements de travail que j'utilise peuvent être aussi des vêtements de métier de passion. Par exemple, la veste de cuisinier, je l'ai retravaillée pour en faire une robe avec une taille très marquée, mais sur un volume d'une veste de cuisinier complètement hors sujet. C'est intéressant de travailler le vêtement de travail et c'est passionnant parce qu'on peut rentrer dans l'humain pur, dans la vie. Pour être en totale adéquation avec sa passion et ses inspirations, elle a voulu un espace de travail qui ressemble à l'appartement d'une héroïne d'un film de Jean-Luc Godard.
C'est au cœur de Paris, dans un des quartiers historiques de la confection, que la styliste s'est installée dans un appartement mitoyen des ateliers avec lesquels elle travaille. Aujourd'hui, les grandes marques de luxe ont leur atelier de confection en interne et les jeunes créateurs ne peuvent pas avoir ça. Je n'ai pas ça, mais j'ai cette proximité. Et pour moi, c'est vraiment, mais vraiment important. J'aime être au cœur de la création, ça me nourrit. L'atelier où je travaille, toutes les collections Yves Saint Laurent et Hermès ont été réalisées dans ces ateliers. Je pense être extrêmement chanceuse de travailler dans cet univers et de continuer à essayer de le faire perdurer, en fait. De la chambre où elle invente ses modèles aux ateliers qui les confectionnent, en passant par ses bureaux qui pilotent sa marque ou son showroom qui présente ses collections, tout doit être à portée de main. Pour la créatrice, sa réussite est indissociable de cette proximité qu'elle a avec ses collaborateurs et d'un savoir-faire très version française. Le savoir-faire parisien fait partie du patrimoine français. Je trouve que c'est un cadeau de pouvoir continuer à travailler avec des artisans. Il n'y en a plus beaucoup, en fait, des ateliers. Il y en a même très peu. J'ai eu la chance de rencontrer des gens exceptionnels. Et je pense que cette histoire, si elle est aussi jolie aujourd'hui, c'est parce que la rencontre de plusieurs personnes avec une volonté de partager, de transmettre, j'ai véritablement envie de continuer à en faire une valeur de la marque. Bonjour Carolina. Bonjour Catherine. Vous nous recevez aujourd'hui dans votre appartement, Oui. qui fait vraiment partie de votre histoire parce qu'il reflète parfaitement votre univers, un, et deux, il est lié étroitement à la création aussi de votre marque. Complètement. Comment ça s'est passé? Alors, c'est un appartement où je crée. C'est un appartement qui est en fait attenant à mes ateliers de confection qui sont sur le même palier. On est au cœur de Paris, on est dans le 10e arrondissement et je fabrique toutes mes collections dans le 10e arrondissement. Et cet appartement est un lieu de paix où il y a une énergie assez incroyable et où je ressens beaucoup d'émotions et je suis très au calme en fait. Pour m'écouter penser, pour imaginer des histoires, pour créer des personnages, pour créer des collections. Alors vous avez un parcours complètement atypique. Oui, complètement. Vous êtes venue à la mode ou la mode est venue à vous de façon pas classique du tout. Ouais, pas du tout. En fait, j'ai un parcours réellement différent, je pense. J'étais commerciale, en fait, dans une grande enseigne. En fait, vous avez eu plein de métiers. J'ai eu plusieurs vies. J'ai été agent immobilier, j'ai été longtemps commerciale, je vendais des collections de prêt-à-porter. En fait, en moi, je ressentais beaucoup de choses artistiques que je refoulais depuis ma plus tendre enfance. Je me suis mariée jeune, j'ai eu des enfants jeunes, j'en ai 3 aujourd'hui. Et en fait, ça a été une nécessité. À l'âge de 35 ans, j'ai commencé à ressentir beaucoup d'intensité en moi que je devais exprimer, en fait. Beaucoup d'émotions qui étaient refoulées et il fallait absolument que je les donne. C'était malgré vous? C'était malgré moi, c'était une force intérieure. Donc j'ai décidé de créer cette marque, Carolina Ritzler, pour pouvoir enfin raconter mes histoires. Alors, comment ça se fait? Parce que vous n'aviez pas de formation vraiment de coupe ou de mode particulièrement. Vous êtes bien entourée. Oui. Vous avez dit exactement ce que vous souhaitez. Comment ça s'est passé? Alors, ça n'a pas été évident au départ. J'avais mes idées, j'avais un concept, j'avais des envies. Oui, beaucoup, c'est ça. beaucoup, Et beaucoup vous avez d'envies. vraiment une envie très forte. Vous saviez exactement ce que vous vouliez. Oui, alors je me suis dit que c'était très intéressant d'avoir un concept qui raconte une histoire pour pouvoir le communiquer. Et les combinaisons, finalement, avaient ce côté visuel qui me permettait de raconter des histoires. Carolina, on a beaucoup parlé de la combi, bien sûr, mais aujourd'hui, Carolina Ritzler, c'est pas seulement la combi, ça va beaucoup plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Alors, au tout début, j'ai créé cette histoire avec des combinaisons parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais raconter une histoire. Ensuite, l'histoire, évidemment, elle est allée en profondeur. La marque a maintenant 2 ans. Vous avez 40 points de vente, il faut On a dire. ouvert une quarantaine de points de vente, principalement à l'international. Ça plaît, donc moi, ça m'a donné confiance et j'ai envie d'aller chercher plus loin.
ce que je fais, et ce que je fais depuis 2 saisons, et ce que je continue à faire pour la collection prochaine. Donc oui, il y a beaucoup de pièces qui se déclinent de la combinaison. Donc c'est une collection complète en fait. Évidemment l'ADN et la combinaison, mais je travaille sur l'uniforme, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc je travaille beaucoup sur des pièces de haut et des pièces de bas, qui sont dans le même tissu et qui racontent la même histoire. C'est-à-dire qu'on a l'illusion d'une combinaison, mais on n'est pas en combinaison. Beaucoup de capes, de trench et des trench un peu très cinématographiques encore. Le trench est trop grand, on a des pans, mais finalement on le serre très fort à la taille et immédiatement on redécouvre la silhouette. Donc j'aime travailler avec le volume et redessiner la femme dans ce volume. Et elle est là, on la devine et c'est tellement élégant. Caroline, votre histoire, c'est un peu un cadeau de la vie. Oui. On peut dire ça? Complètement, c'est Si un vous cadeau de aviez la vie. un mot de la fin, ça serait quoi? Qui a tellement aucune limite entre la réalité et la fiction. C'est-à-dire que tout ce que l'on ressent et tout ce que l'on imagine, à partir du moment où on y croit, en fait, ça peut arriver. Tout est possible, mais bien plus loin que ce qu'on peut imaginer. Non, mais en tout cas, vous l'avez fait. Merci beaucoup. Merci à vous, Katrina. Les touristes en général ne dépassent pas la Tour Eiffel, le 15e arrondissement n'est pas sur leur guide. C'est pas une raison pour le snober, bien au contraire, il a tout pour plaire. Repérage, c'est votre rubrique dénicheuse de bons plans parisiens. Cette semaine encore, on a marché, couru, rampé, arpenté, cheminé, exploré pour vous faire découvrir un nouvel arrondissement. Aujourd'hui, direction le 15e. Traversé par le métro aérien et à l'ombre de la Tour Eiffel, il est le plus vaste de la capitale. À ce titre, il promet des quartiers aux ambiances différentes entre le calme des rues résidentielles, le charme des bistrots et ses nombreux espaces verts. Direction le sud pour commencer à 2 pas du parc Georges Brassens. Notre première étape est une bulle culturelle préservée et le dernier lieu de ce genre en Europe. Bienvenue au marché du livre ancien et d'occasion. Un rendez-vous qui a lieu tous les week-ends, toute l'année, sans exception. Ça fait quelque chose comme 25 ans que ça existe. Et donc tous les week-ends, on est là, une cinquantaine, entre 50 et 100 libraires, bouquinistes. Il y a des livres à 1 euro, 2 euros, il y a des livres à beaucoup plus. Dans une ancienne halle aux chevaux et sur 3000 m² environ, des livres à perte de vue, dans tous les styles et de toutes les époques. Certains libraires sont permanents, d'autres plus ponctuels, ce qui permet une grande variété et un vrai renouvellement. Et parmi les visiteurs, des curieux mais aussi de nombreux habitués, professionnels, collectionneurs ou lecteurs passionnés. Si on aime le livre, c'est un lieu de perdition. Voilà, mais vous êtes les bienvenus quand même. Un lieu à part qui compte bien nous prouver que le livre n'est pas mort. Après la culture, le sport. Que diriez-vous d'une petite partie de tennis? Oui, mais pas dans n'importe quel endroit. On est donc au tennis de la Cavalerie, au 6e étage d'un immeuble art déco. Vous ne rêvez pas la particularité de ce tennis couvert et sa situation exceptionnelle sur les toits de Paris. Vu sur la Tour Eiffel en prime, avec un cadre pareil, on a forcément envie de perfectionner son revers. La deuxième spécificité de cet endroit, c'est qu'on est dans un tennis couvert, avec une structure qui est quand même très impressionnante. Construit en 1924 par l'architecte Robert Faradèche, le bâtiment inscrit au patrimoine des monuments historiques de la ville de Paris présente une grande structure en bois façon nid d'abeille. Les vestiaires aussi sont d'époque. Forcément, le lieu est convoité et la liste d'attente est longue, mais ça vaut le coup de patienter. Je pense qu'on ne se lasse pas de cet endroit, de pouvoir jouer là, de pouvoir admirer les plus beaux monuments et de se dire je joue au tennis posé sur les toits. Et pour peu qu'il fasse beau, on peut en plus profiter de la terrasse. Vous l'avez compris, pas besoin d'être à Roland-Garros pour se sentir exceptionnel une raquette à la main. Le tennis de la Cavalerie saura lui aussi vous donner cette sensation. Pour finir, on vous propose un moment de détente assez insolite. Nous voici au Chamallow Café, un bar à chat. Ambiance papouille, boule de poil et ronron thérapie. C'est un concept qui vient du Japon, c'est un endroit zen. Les gens viennent ici beaucoup pour travailler ou tout simplement les gens qui ne peuvent pas avoir de chat chez eux qui viennent passer un moment avec nos chats. C'est relaxant. Oh oui, un moment un peu zen au beau milieu d'une journée parisienne, ça ne peut pas faire de mal. Et pour préserver le calme de l'endroit, les places sont limitées, alors pensez à réserver. Amis des chats, c'est aussi l'occasion de discuter et de s'informer.
Devon Rex, Sphinx, Européen, Oriental, Ragdoll, voilà différentes races de chats que vous pouvez rencontrer parmi les 18 félins qui vous accueillent. Qui vous accueillent, oui, car les humains ne sont que les invités ici, et il y a des règles. Les maîtres ici, c'est les chats, et tout est pensé pour eux. Il y a des arbres à chats partout, il y a des cachettes partout, il y a des étagères où ils peuvent courir partout. C'est le positionnement assez spécifique de ce lieu qui met un point d'honneur à tout réfléchir en fonction des chats. Aménagement, personnel qualifié, hygiène, tout est dédié à leur bien-être. Mais Jericho, Yoda, Cheese et les autres sauront vous recevoir comme il faut. Ne vous en faites pas pour ça. Pour un moment de complicité et certainement de lolcat en perspective. 15e chic, 15e culturel et pourquoi pas 15e félin. On vous avait dit que cet arrondissement était multifacette. Plus poétique qu'une affiche en 4x3, plus lisible qu'un graffiti, plus légaliste que le street art, le talent de Julien Raoult s'exprime sur les murs et les vitrines de Paris. Il est peintre en lettres, un point c'est tout. Julien Raoult est un homme de lettres, et au sens propre. Depuis quelques années, il s'est en effet lancé dans le métier peu connu de peintre en lettres. Alors qu'il pratique le graffiti dès l'adolescence et qu'il a suivi des études aux Beaux-Arts de Nancy, son premier boulot de maquettiste pour un magazine ne l'enchante plus. Lassé d'être assis derrière un bureau et attiré par une expérience plus manuelle, il choisit de s'orienter vers un métier à l'ancienne. Le métier a quasiment disparu dans les années 60 avec l'arrivée de l'ordinateur. Et voilà, tous les peintres en lettres de l'époque, presque tous, se sont dirigés dans l'autocollant. Pourtant, le métier refait surface. Aujourd'hui, ça revient vraiment sur le devant de la scène parce que les gens ont envie d'avoir quelque chose de plus humain, avec des lettres avec ces petites irrégularités. On sent que c'est de la peinture, on voit la matière de la peinture, les traces de pinceau. Pour sûr, voilà un métier où les journées ne se ressemblent pas. Un jour, il peint la vitrine d'une boulangerie, un autre les panneaux d'une écurie. Les supports sont variés, les techniques de lettrage aussi. Ça peut être un travail très calligraphique où on réalise la lettre en un seul coup, en un seul trait. Mais ça peut aussi être un travail de lettrage, vraiment, où là, c'est une construction de la lettre en plusieurs étapes. Donc là, je parle vraiment de la peinture, mais ça peut aussi être de la dorure aussi. L'avantage de la peinture et de la dorure, c'est que ça fonctionne sur quasiment tous les matériaux. Le point commun, c'est encore et toujours la lettre. Julien aime aussi le dessin, mais la lettre, c'est la forme qu'il a choisie pour s'exprimer et laisser sa marque un peu partout dans Paris. Il y a vraiment beaucoup de règles assez précises dans ce domaine et en même temps une liberté infinie. Le fait de peindre des lettres, c'est aussi transmettre un message, donc ça peut être un message très commercial, très publicitaire, mais aussi quelque chose qui viendrait peut-être perturber, ou en tout cas ça attire l'attention. Selon les chantiers, le client a une requête très précise où lui laisse une certaine liberté. Pour se rendre compte des différentes facettes de son métier, le plus simple, c'est encore de le suivre dans son quotidien. Ce jour-là, Julien doit peindre la vitrine d'une boulangerie poilane. Le travail consistait à reproduire leur logo en peinture sur la vitre, donc à l'extérieur, à l'endroit, de façon la plus fidèle possible. Ça m'arrive aussi de reproduire des logos ou des typographies déjà existantes et extrêmement précises. C'est peut-être le côté plus moderne aujourd'hui, c'est de réaliser des logos vraiment au millimètre près. Quelques jours plus tard, il travaille pour un projet très différent au Novotel des Halles à Paris, où il a davantage de liberté et où il teste différentes techniques de dorure. L'idée était de repeindre des vieilles enseignes sur les vitres. Donc là, ce sont vraiment des lettrages originaux que j'ai dessinés moi-même, sans passer par l'ordinateur. Et quand Julien nous raconte qu'il aime son métier aussi parce qu'il lui permet de découvrir des lieux exceptionnels, on le croit. Il faut dire que ce jour-là, on l'a accompagné aux grandes écuries de Versailles qui accueillent l'académie équestre menée par Bartabas. Son chantier, peindre sur des panneaux les noms et les races des chevaux de cet endroit prestigieux. Nous nous sommes mis d'accord avec le client par rapport à un style de typographie à respecter. Il y avait déjà des panneaux existants à la base. L'idée, c'était de reprendre un petit peu cette typographie. Je l'ai revue un petit peu, moi,
à ma sauce. On est vraiment dans le mouvement, plus dans la spontanéité. Par rapport au travail originel qui utilisait le pochoir pour des lettres parfaitement identiques et nettes, le travail de Julien tient plus de l'interprétation personnelle et de la calligraphie. La réalisation est donc d'autant plus exigeante, proportion, cohérence entre les panneaux, tracés au crayon blanc. Avant de se lancer dans les coups de pinceau, il y a eu toute une préparation en amont. Après Picabia et Zanzibar, qui sait quels seront les prochains mots esquissés par Julien? En tout cas, on lui souhaite encore plein de E, de M, de A, de petits P, de grands P et autres accents circonflexes ou points sur les I. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!